Bonsoir et bienvenue de nouveau pour l'essentiel de l'ESMO 2024 décrypté par Gustave Roussy. Je suis Laurence Albigès, chef du département d'oncologie médicale et j'ai le plaisir d'enchaîner maintenant sur la partie soins de support et santé connectée. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Mario Di Palma et le docteur Anda Sampetrean. Merci beaucoup à vous deux. Anda, je te passe la parole. Merci, bonsoir. Donc, dans les soins palliatifs, j'ai choisi deux présentations pour vous en parler. La première, c'est une étude qui étudiait l'efficacité de l'halopéridol et du lorazépam dans la prise en charge du délirium agité chez des patients atteints d'un cancer avancé. Donc, pour rappel, le délirium terminal, surtout en phase agitée, c'est une entité clinique qui est très difficile à gérer. Il n'y a pas de traitement standardisé. Les recommandations ne font pas de consensus. Et c'est un facteur de détresse majeur pour les patients, pour les familles et pour les équipes soignantes aussi. Donc, dans cette étude, ils avaient étudié l'efficacité de halopéridol et lorazépam chez des patients qui présentaient un délirium hyperactif ou mixte. Donc, ça veut dire soit en alternance des symptômes hypoactifs et hyperactifs. Chez des patients qui étaient déjà traités par du halopéridol à petite dose, à moins de 8 mg par jour. Donc, dans une première phase de l'étude, tous les patients ont été standardisés à recevoir de halopéridol d'après le schéma. Et s'il y avait une augmentation de l'agitation ou une persistance de cette agitation, ils étaient randomisés dans 4 groupes. Ils recevaient du halopéridol seul ou lorazépam seul ou une combinaison des deux. Ou du placebo, toutes les 4 heures, donc systématiquement 6 fois par jour, avec des possibilités d'administration des interdoses tous les heures, si besoin, s'il y avait des accès d'agitation. À noter qu'au début de la randomisation, les patients recevaient systématiquement une dose fixe et une interdose du médicament qui leur était randomisé. Et dans le groupe placebo, ils recevaient une interdose du lorazépam parce que ce n'était pas éthiquement correct de ne pas traiter l'agitation. Donc, ce qu'ils ont observé, c'est qu'en termes de sédation, le lorazépam et la combinaison sont supérieurs au halopéridol et que l'halopéridol, il n'y a pas de différence dans son efficacité par rapport au placebo. Comme petite parenthèse, en fait, l'halopéridol, c'est une molécule qu'on utilise en première intention dans les agitations. Ils ont observé aussi qu'il y avait besoin de moins d'interdoses dans les groupes qui recevaient des médications par rapport au placebo. Et il y avait une amélioration dans le confort du patient tel qu'on perçu par les soignants chez les patients qui étaient traités par lorazépam ou la combinaison. Il n'y avait pas de différence en termes de la perception de l'agitation, du confort du patient concernant les familles, parce qu'en fait, déjà, on ne peut pas demander aux familles d'être objectives dans ces moments-là. En termes d'effets secondaires, il n'y avait pas de différence significative. Donc, c'est des options qu'on peut considérer pour personnaliser la prise en charge des patients avec des agitations terminales en fonction du niveau de sédation qu'on veut induire. Je vais continuer juste pour mentionner une discussion qui a eu lieu, qui a été portée lors du congrès sur la présentation aux urgences des patients en phase palliative avancée. En fait, moi, quand je vois des présentations comme ça, en vrai, je me sens moins seule parce qu'on se rend compte que c'est une problématique qui est assez générale. Donc déjà, dans l'anticipation palliative, on a beaucoup d'outils comme les directives anticipées, les fiches d'aide décisionnelle, les parcours personnalisés de soins, les prises en charge pallitives au domicile. Et pourtant, on voit beaucoup de patients arriver au domicile, n'importe à quel point on veut anticiper, aux urgences, pardon, n'importe à quel point on veut anticiper. Et en fait, l'auteur avait parlé d'une étude qu'ils avaient réalisée où ils ont observé qu'en fait, il y avait beaucoup de patients qui étaient déjà pris en charge par des structures au domicile et qui se présentaient aux urgences.
Pourquoi ? En fait, le problème n'est pas au niveau de la prise en charge de la gestion au domicile, c'est en fait au niveau de la prise de décision. On a des patients qui sont de plus en plus complexes, on propose de plus en plus d'options thérapeutiques. Et donc, nos patients cumulent des complications, des fragilités, des toxicités. On ne peut pas tout faire à la maison. On a besoin que des projets thérapeutiques soient bien construits, bien formulés par les équipes référentes, justement pour qu'on sache comment s'organiser mieux au domicile. Donc, le travail en équipe dans l'anticipation palliative reste primordial. On a toujours besoin de faire l'acculturation palliative. Et bien sûr, c'est très, très important de bien définir d'une façon la plus claire possible les projets thérapeutiques. Bien sûr, on ne sera jamais à 100% bulletproof, mais c'est une direction très importante à prendre. Voilà. Merci beaucoup, Anda. Et c'est effectivement des axes qui sont déjà mis en œuvre au sein de l'unité d'expertise palliative et de l'hôpital de jour d'accompagnement de soins palliatifs à Gustave-Roussy. Merci beaucoup. Alors, on avance avec la santé connectée. Mario, on change de registre. Et puis, alors, cette année, c'est plus du soin de support dont on va parler, en fait, avec 2 études. La première, que j'ai trouvée intéressante, c'est une étude japonaise qui cible en fait une situation qui nous ennuie beaucoup et sur laquelle on n'est pas bon. C'est tout ce qui est nausées, vomissements, surtout nausées retardées. Et c'est vraiment don't ask, don't tell. C'est-à-dire que si on ne pose pas la question aux patients, ils restent avec leur nausée chez eux et quand ils vont en consultation des 3 semaines, ça ne se passe pas si mal que ça. Bon, là, c'est avec une molécule qui s'appelle le trastuzumab deruxtecan, qui est une molécule utilisée dans le cancer du sein métastatique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une molécule qui induit effectivement de façon relativement importante, c'est un effet classe, des nausées, des vomissements, surtout des nausées retardées, 10 jours après l'administration du traitement. Et là, cette étude, donc une étude randomisée, prospective, contre placebo, donc bien faite, a testé l'intérêt d'une molécule qui s'appelle l'olanzapine, qui est un neuroleptique en fait, qui est en train de prendre une place de plus en plus importante dans l'arsenal thérapeutique de traitement, de prévention et de traitement des nausées vomissements chimio-induits. Le principe principal, c'était pas de nausées, pas de vomissements à la phase retardée, parce qu'on n'est pas trop mauvais à la phase aiguë en fait, et pas de traitement de secours. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement une amélioration du contrôle complet, moins de nausées, moins de vomissements, mais surtout moins de nausées, une diminution quand même significative pour les patients qui recevaient l'olanzapine. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux doses où ce médicament qui est antipsychotique a été utilisé, on a une tolérance qui est tout à fait satisfaisante et comparable au placebo. Et donc, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, d'abord, cet article a été publié dans l'excellente revue qui est Annals of Oncology. Ça montre la qualité de l'étude en question. Et je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller regarder la série d'articles qui sont sortis en début d'année 2024 sur la mise à jour des recommandations de la MASC et de l'ESMO sur les vomissements chimio-induits. Il y a tout, que ce soit la phase aiguë, la phase retardée, en fonction du risque hémétique. Et surtout, ça inclut les nouvelles molécules. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et là aussi, on est sur du concret, comme tu l'as montré précédemment. On est vraiment sur du concret pour aider nos patients. L'autre étude concerne un anticorps monoclonal. Ça, c'est une étude particulièrement passionnante, je trouve. On a peut-être, je dis bien peut-être, enfin une solution à proposer aux patients qui ont des problèmes de cachexie. Cachexie, vous le savez, c'est l'horreur. C'est-à-dire, quand les patients rentrent dans ce cercle-là, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, effectivement. Et donc, on sait depuis peu de temps que le système GDF15 est une protéine importante et une protéine qui est augmentée en cas de cachexie, quelle que soit la cause d'ailleurs de la cachexie, qui vient se fixer sur un récepteur spécifique au niveau cérébral et qui va moduler en fait l'appétit et la prise de poids. Le ponségromab, c'est le nom de cet anticorps monoclonal, a déjà fait l'objet d'une étude préliminaire en phase 1. Et là, c'est une étude randomisée, là aussi bien faite, contre placebo, qui a testé 3 dosages différents de cet anticorps monoclonal versus placebo. C'est une molécule donc, qui est administrée par voie sous-cutanée toutes les 4 semaines. L'objectif principal était la prise de poids, avec des objectifs secondaires extrêmement intéressants, parce que ce n'est pas le tout de prendre du poids, évidemment, c'est à quoi ça sert. Donc, activité physique, marche, masse musculaire et bien sûr tolérance du traitement. Et qu'est-ce qu'on montre ? Eh bien, on montre qu'effectivement, la prise de poids, elle est là, elle est significative. Sur le dosage le plus important, c'est-à-dire 400 microgrammes,
pas milligrammes, hein, 400 microgrammes, on est à plus de 5% de prise de poids, ce qui est jamais vu avec quel que soit le traitement qu'on peut proposer. Et puis, ce qui est intéressant et peut-être encore plus intéressant, c'est que ça se traduit par une amélioration de l'activité physique, une amélioration de la capacité de marche des patients, donc quelque chose de très concret. Il y a un gain en masse musculaire qui a été mesuré, vous le savez, on mesure sur des coupes scanners au niveau lombaire. Et la tolérance, eh bien, écoutez, pas de différence avec le placebo. Donc, cette étude, elle confirme l'intérêt, donc, le rôle de GDF15 dans la cachexie. J'ai oublié de le dire, mais ces patients avaient des taux élevés dans les critères d'inclusion. Il y avait donc des patients qui avaient effectivement une cachexie avec des critères qui sont les critères habituels et un taux élevé de GDF15. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que d'autres études sont en cours, pas seulement dans le domaine du cancer d'ailleurs, mais aussi dans d'autres pathologies comme l'insuffisance cardiaque. Et puis, bien sûr, on peut espérer peut-être voir arriver cette utilisation de cette molécule, peut-être en prévention et pas en attendre que les patients soient mal en point. Autre élément extrêmement important, écoutez, cet article, ce travail a eu l'honneur du New England, qui est sorti en même temps que le congrès de l'ESMO. Donc voilà, on tient peut-être enfin quelque chose d'utile et d'intéressant pour les patients par rapport à ce problème, qui est un problème vraiment quotidien pour nos patients. Merci beaucoup Mario. Ça veut dire que cette molécule va être testée de façon prospective, tu penses ? Je pense qu'on est sur une étude, encore une fois, bien faite, qui est une étude aussi où l'idée était de déterminer la dose efficace. Il semble que la dose de 400 microgrammes soit une dose effective, bien tolérée, qui est clairement, on a vraiment un effet dose. Et je pense qu'on attend maintenant des études de confirmation et peut-être une mise à disposition dans les mois ou à court terme, en tout cas, vraisemblablement. Super, et ça change et ça bouge effectivement en soins de support. Donc merci à tous les deux. Restez avec nous, nous allons avancer sur l'essentiel de l'ESMO 2024 sur la pathologie mammaire.